Les grandes gueules en direct sur RMC la radio, RMC Story la télé, et Stéphane Manigold a perdu son Non, c'est Bayrou. Perdu. C'est Bayrou. Non, c'est perdu. Regarde, C'est perdu. le tapis à Matignon, il est sorti. On n'a pas le communiqué, Voilà. t'as perdu. Oui, bon, voilà. Stéphane Manigold avait parié qu'un Premier ministre serait nommé nommé ce matin. avant 11h. Non, j'ai dit ce matin 11h03. et à 11h. Non, tu as dit 11h, il est 11h03. Oh. Certes, le tapis rouge est déployé à Matignon pour attendre le successeur de Michel Barnier, mais pour l'instant, pas de nomination, même si François Bayrou a passé 1h45 à l'Elysée dans le bureau de Monsieur Macron. On va bien sûr en parler dans un instant avec Éric Coquerel. Le temps de vous rappeler que Stéphane Manigold est donc là, le grand perdant, Rachel Flore Pardo, l'avocate, et Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur. Et nous accueillons notre invité. RMC, l'invité des grandes gueules. Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, député LFI de Seine-Saint-Denis. François Bayrou semble archi favori maintenant. J'imagine que ce n'est pas le choix rêvé pour vous. Oh, c'est le choix. Non, c'est pas le choix rêvé, mais moi, il m'étonne pas, quoi. Voilà. Moi, j'ai toujours pensé que. Ah, d'abord, si c'est le choix final, on pourra se dire que pendant plusieurs jours, Emmanuel Macron a amusé la galerie, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il a utilisé tout ça pour semer la division dans le nouveau Front populaire. Voilà, pour un peu. Pour fracturer la gauche ? Ouais, fracturer la gauche, mais aussi laisser penser qu'il est encore le maître du jeu. Alors que la période qu'on vient de vivre, il a perdu les européennes, il a perdu les législatives, il a perdu la motion de censure parce elle le concernait aussi. Bon, donc l'idée, c'était essayer de montrer que quand même c'était lui qui tenait les rênes. Si ça se termine sur Bayrou, voilà, il aura utilisé ce temps-là. Après, ça changera rien parce que si c'est Bayrou, c'est la continuité de la politique de Monsieur Macron, qui, je le rappelle, quoi qu'on pense de sa politique, mais a quand même été défaite dans les urnes et de manière forte en juillet dernier. Et donc, je pense qu'il y aura les mêmes conséquences. Parce qu'il avait choisi Michel Barnier. Alors, Michel Barnier n'était pas de sa famille politique. C'était pas vraiment une cohabitation. Mais enfin, Michel Barnier n'était pas macroniste. Là, François Bayrou, c'est vraiment l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron dès 2017. Ça veut dire que, pour vous, Emmanuel Macron ne se résout pas à la défaite ? Non, il se résout pas à la défaite. Mais moi, je le vois pas d'un point de vue d'analyse psychologique sur l'homme. Pour moi, je pense que l'objectif de Macron, c'est que sa politique économique perdure. Ouais. Ça, bon. Et que avec Barnier, il pensait peu ou prou que ça allait aller dans le même sens, c'est-à-dire, en gros, la politique d'offre, de compétitivité qui est la sienne. Et c'est ça qui le mène. C'est pour ça que je n'ai jamais cru qu'il nommerait un gouvernement NFP, mais j'ai même jamais cru qu'il nommerait un Premier ministre de gauche qui aurait été quand même un peu contraint de prendre des mesures de gauche, si vous voulez. Je pense que là-dessus, Macron essaye de garder sa politique. Le problème, c'est qu'elle est minoritaire. D'accord, mais si c'est François Bayrou qui est nommé, c'est motion de censure tout de suite chez vous ? Ah oui, bien sûr, oui. Bah, c'est logique. Et vous êtes sûr que les socialistes vont au-dessus cette fois-ci ? C'est un autre problème. On verra bien après. Vous n'êtes pas sûr, donc ? Non. Bah, je pourrais faire de langue de bois. Bah, avec Michel Barnier, il n'y a pas tellement de doute. Je ne vais pas vous faire de langue de bois. J'entends ce qui se dit. J'entends que les socialistes réfléchissent à un accord. Alors, je ne comprends pas très bien la logique. Pas de motion de censure. Un pacte de non-censure. Enfin bon, ça veut dire que vous êtes un opposant neutralisé, quoi. Vous laissez faire. Bon, je comprends pas très bien. J'ai pas envie de. Moi, je suis pas dans le stade là où je vais pointer la trahison. Je suis pas dans ce registre. Je dis simplement, je ne comprends pas cette logique parce que si c'est Monsieur Bayrou qui est nommé, ça veut dire deux choses. Un, que Monsieur Macron persiste à nommer un gouvernement minoritaire et illégitime par rapport au suffrage universel. Bon. Et deuxièmement, à poursuivre sa politique. Donc c'est difficile de dire que l'opposition va se priver de la motion de la censure. Voilà. Donc, il y aura sauf si François Bayrou dit « je n'engage pas le 49.3 ». Mais oui, mais ce qui était d'ailleurs ce que souhaitait faire la gauche si elle accède au pouvoir. Même dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans quelque chose qui peu ou prou serait un accord de cogestion. Alors un accord de cogestion qui serait une espèce de, on va dire, de soutien critique sans participation, mais ça équivaut à ça. Pourquoi il ne faut pas ? Parce que je vais vous dire ce qui se passe concrètement. Alors imaginons, il dit pas de 49.3, pas de motion de censure. Bah, moi, je suis Bayrou et j'accomplis la mission qui est la mienne. On comprend qu'il ne va pas se tourner vers la gauche pour essayer de trouver un compromis pour que son budget passe, puisque la gauche n'a pas été repris. Donc ça va se tourner vers l'extrême droite. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé avec Michel Barnier. Donc il donnera des gages à Marine Le Pen. Exactement. Donc ça veut dire que si on se prive, nous on le fera pas, hein, mais si on se prive de l'idée d'une motion de censure, ça veut dire qu'en réalité on laisse faire quelque chose où je vous décris la situation qui va se faire. D'accord, mais vous pourriez très bien remplacer Marine Le Pen en quelque sorte et donner des gages à Bayrou et dire voilà, négocions par exemple, si vous rétablissez l'impôt sur la fortune, hein, je prends des exemples bien comme sûr, ça parce que je pense que le MoDem ne serait pas forcément contre en fonction de ce qu'ils disent. Enfin, attendez, Jean-Paul Mattei, oui,
Jean-Paul Mattei ne serait pas forcément contre. Oui. Excusez-moi de rentrer dans Non, les mais d'accord, mais détails. c'est un des membres du MoDem. Oui, d'accord, Bon. mais Non, mais est-ce que vous pouvez pas vous-même fixer quelques lignes rouges et en quelque sorte obliger François Bayrou à se tourner vers sa gauche? Il n'y a pas de souci, mais je vais vous expliquer pourquoi je n'y crois pas. D'accord? C'est que le MoDem ne pourra pas être majoritaire seul en soutien de M. Bayrou. Donc ils vont s'appuyer sur le socle commun. Bon. Et on vient de vivre une période quand même concrètement, on l'a vécu. On a fait un budget. Nous, on a réussi à le transformer au point même qu'on a voté pour ce budget à la fin. On oublie de le dire. En première lecture, on dit les insoumis, tout ça, vous n'êtes pas prêts à des compromis. Bah si, on l'a fait parce qu'on a voté un budget qui n'était pas le nôtre, hein, mais on estimait l'avoir suffisamment amélioré pour voter pour ce budget. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas un seul élément, pas un seul, qui a été retenu à la fin par M. Barnier, etc. Donc, je ne crois pas. Donc là, c'était pas la bonne méthode, mais là, ça oui, ne va pas faire pareil. Mais sinon, je vous réponds concrètement, je ne les crois mêmes pas causes une seule vont seconde entraîner les mêmes conséquences. que l'on prendra un de nos amendements. Quels sont les amendements phares qu'on présente? D'accord? C'est l'idée de dire, non pas comme Monsieur le maire l'a répété hier dans ma commission d'enquête, que nous voulons augmenter les impôts de manière générale, c'est que nous voulons reprendre à ceux qui ont été ultra favorisés depuis 2017. Qui ça? Par Emmanuel. Ah bah c'est simple. C'est par exemple, prenons les dividendes. Avec la flat tax, il y a 300 000 personnes qui ont monopolisé 90% des cadeaux dus à la flat tax sur les dividendes. Quand je dis 300 000, c'est les 300 000 plus riches. Donc c'est infinitésimal. Mais par contre, ça représente des milliards d'euros. Voilà, ça représente des milliards d'euros. Donc on veut prendre à eux et on veut prendre en gros aux très grosses boîtes, notamment celles qui délocalisent leurs profits pour pouvoir payer moins d'impôts. Ça vous paraît peut-être moins, mais ça permettait déjà de récupérer en gros 50 milliards d'impôts. Est-ce que vous réduisez les dépenses? On touchait pas au TPE. Est-ce que vous réduisez des dépenses quand même? On touchait pas à 90%. Mais est-ce que vous réduisez des dépenses quand même? Parce que ça, d'accord, mais ça suffit pas. Oui, on réduit des dépenses et des dépenses fiscales. Ouais. Oui, des dépenses fiscales, c'est uniquement. Mais donc après, le train de vie de l'État se maintient. Pour en finir avec cette espèce de service national universel, 6 milliards, par exemple, des choses comme ça, on peut en parler. Emmanuel de Villiers. Alors, le président Coquerel, il est très étonnant parce que c'est un révolutionnaire. Vous avez été à la LCR, proche du Parti communiste. Non, justement. C'est Trotsky, ça, LCR. Mais vous êtes sympathique. Non, je le souligne, vous êtes quelqu'un de sympathique. Et ce qui compte, c'est la personne humaine, ça a une importance aussi au-delà de l'opinion politique. Ceci étant, tout ce que vous venez de dire, et d'ailleurs je pense que vous êtes conscient, on n'y comprend rien. Ce sont vraiment un truc, un langage de spécialiste. Moi, Monsieur le Président Coquerel, moi je serais plus concret. Vous aviez envahi la basilique cathédrale Saint-Denis avec des manifestants. Ne recommencez pas la nécropole des rois de France. Ne tombez pas dans ce genre de choses, Monsieur Coquerel. Moi, j'aurais préféré que vous alliez avec Monsieur Mélenchon pisser sur le mur de Berlin. D'accord. On va pas revenir sur cette histoire, j'ai rien envahi du tout. Il y a des sans-papiers qui, à un moment donné, sont rentrés symboliquement. On les a même laissés rentrer dans la basilique de Saint-Denis. J'étais d'ailleurs pas au courant qu'ils allaient le faire. Je les ai suivis parce que. Vous étiez quand même, monsieur. Je l'explique concrètement. Et il n'y a pas eu, comme je l'ai vu, je ne sais quelle insulte faite. Enfin bon. C'était n'importe quoi. C'est arrivé que les plus déshérités rentrent dans une église à un moment donné, et l'église s'honore en général quand elle les reçoit. Oui. Et là, par exemple, on les a laissés rentrer ce jour-là. Donc reprenez pas ces arguments. Alors, non, juste, je réponds par contre à l'argument, le premier. Les gens n'y comprennent rien. Eh ben, moi, je vais vous dire une chose. Dans le métro, je suis en métro comme tous les jours, il y a beaucoup de gens qui me parlent des débats budgétaires. Et c'est une de mes plus grandes satisfactions. C'est de faire en sorte que les gens, cette année, se réintéressent à des questions budgétaires qui, en général, franchement, passent sous la table. Il y a des gens, quand des gens me disent, alors les lettres de plafond, vous les avez récupérées, avec Charles de Courson, bon, je suis un peu étonné parce que je pense que la moitié des députés savaient ce qu'étaient des lettres de plafond quelques semaines avant, et les gens dans le métro me disent ça. Donc je pense qu'ils comprennent plus que vous l'imaginez. On a un peuple plus intelligent que certains responsables l'imaginent. Stéphane Manigol. Moi, j'ai découvert un président Coquerel que je n'imaginais pas. Donc j'ai découvert une personne qui travaille, et je tiens à vous féliciter pour la qualité des débats, parce que moi j'ai écouté l'audition de Bruno Le Maire avec grand intérêt. C'était hier. Et on peut ne pas être d'accord, mais vous étiez dans le respect. C'est rare à la LFI. Et je tiens à souligner que vous êtes presque un ovni au sein de la LFI, parce que quand j'ai vu toute la fanfare qu'il y a eu sur l'audition, vous allez voir ce que vous allez voir, franchement, c'était pas sérieux. Et vous avez parfaitement tenu les débats. Et je pense que Bruno Le Maire, et je l'ai écouté, donc du coup je vais pouvoir répondre sur votre position, taxer au fond les ultra riches, c'est une maxime moi qui m'insupporte.
Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis un enfant de la solidarité. Et que, en tant qu'enfant de la solidarité, c'est parce qu'il y a des imbéciles qui payent des impôts dans ce pays que j'ai pu aller à l'école gratuitement, que j'ai pu me soigner, que j'ai pu être accueilli dans un foyer de la DAS. Et sans ces gens-là, que je remercie, je ne serais pas en face de vous. Je n'aurais pas pu créer aujourd'hui 180 emplois. Je n'aurais pas pu créer aujourd'hui un groupe de restauration tel que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Et c'est parce qu'il y a des gens. Et je trouve dommage. Vous êtes d'accord avec l'impôt alors? Je trouve dommage. Oui, je suis d'accord avec l'impôt. Mais je trouve dommage que vous soyez systématiquement dans cette espèce de stigmatisation. Parce que les grands groupes tels que vous les citez, ils font travailler les petites entreprises. Ils font travailler les artisans. Le fleuriste qui est pas très loin de l'Assemblée nationale, il travaille avec les grands groupes dont vous voulez faire les poches. Il en a besoin. Et donc, là où Bruno Le Maire a raison, Monsieur Coquerel, c'est est-ce que ces grands groupes, faut leur faire les poches en France ou faut leur faire les poches sur le plan européen, comme il l'a fait, sur les GAFA ou sur le plan mondial? Moi, je pense que la réponse, elle est plutôt sur le plan européen et le plan mondial. Il y a plusieurs choses que vous mettez sur la table. D'abord, je suis d'accord avec vous, et c'est bien de ne pas dévaloriser l'impôt. Partons de ce point-ci. Mais le problème, c'est qu'il faut que tout le monde paye l'impôt à la proportion de sa fortune. C'est aussi le côté redistributif. Alors, pour qu'on comprenne bien, les 500 plus grandes fortunes de France, là, les chiffres que je vous donne sont les chiffres officiels. En 2017, elles possédaient 25% du patrimoine national. En 2023, elles en possèdent près 42%. Elles ont doublé leur patrimoine. Est-ce que le patrimoine national a doublé pendant ce temps-là? Non. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de secret. Quand vous doublez votre patrimoine, c'est que vous le doublez sur le dos de quelqu'un d'autre. Statistiques sorties de Gadget. Attendez, on va laisser aller jusqu'au bout. C'est des chiffres très précis. Il y a eu une confirmation pour France Info qui a regardé les chiffres, regardez-les, etc. France Info, oui, très bien. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis 2017, il y a des gens qui ne payent pas l'impôt qu'ils devraient payer. Et pourquoi? Parce que vous avez eu, avec l'instauration de la flat tax, je rentre juste dans les détails pour qu'on comprenne bien. Qui est déjà au-dessus de la moyenne des impôts européens. Les revenus du capital. Un système soviétique, voilà, les revenus du capital, j'avais oublié votre nom en fait, mais maintenant je me rappelle. Les revenus du capital ont eu un bouclier fiscal qui a été fait à 30%. Et donc les très très riches, ils ont transféré une partie de leur impôt qu'ils payaient normalement sur l'impôt sur le revenu, sur leurs revenus professionnels, ils payent moins. Et c'est ce qui explique cette différence. C'est là-dessus qu'on va revenir. Et je vais vous dire pourquoi on va revenir. Parce que c'est ce qui explique les déficits. Les déficits sont dus plus, et ça tout le monde est d'accord, depuis quelques années avec une baisse des recettes. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se payer le luxe, de payer une accumulation de fortune. Juste 2 secondes. C'est tout ce que je dis. Le groupe LVMH, monsieur Coquerel, il paye 3 milliards d'impôts sur le sol français. 3 milliards, c'est colossal. Moins qu'on ait demain 20 groupes comme LVMH en France, j'en serais très heureux. Mais là où je vous en veux, c'est que vous n'allez pas chercher là où l'intérêt des salariés est. Par exemple, les fast-food dans ce pays, il y a des bornes de partout. Ces bornes de commande, de prise de commande ont remplacé les salariés. Il n'y a plus d'escalier social. 56 milliards, c'est le chiffre d'affaires de la malbouffe en France. Très bien. Une TVA que vous augmentez demain de 10 à 20%, vous rentrez 5,6 milliards de recettes fiscales. Elle est où la gauche? Alors, je vous réponds. Elle est où la gauche qui protège les Français? Je vous réponds rapidement, parce que vous nous lisez pas assez. On l'a proposé. Et nous, on s'est même insurgé. Puisque vous parlez des fast-food et notamment de la malbouffe, ça a aussi un lien avec, par exemple, toutes les plateformes. Mais ne taxez pas le travail. On va taxer les machines qui remplacent les hommes. La question n'est pas là. La question n'est pas là. Alors d'abord, il est responsable de plein de choses, mais les bornes de fast-food, c'est pas Coquerel. Sur LVMH. Oui, je réponds. D'abord, c'est peut-être aussi pour ça que M. Arnaud, paraît-il, a voulu faire classer, d'après une information de Mediapart, a voulu faire classer ses impôts au niveau secret d'État pour que j'aille pas y toucher, tellement il avait peur que j'aille regarder. Mais sur LVMH, les 3 milliards dont vous parlez, c'est pas que des impôts. C'est toutes les cotisations et impôts. Oui, mais ça, c'est pas les choses. Excusez-moi, il y a une part, ne cumulons pas des choses. Et le problème de LVMH comme d'autres, c'est que ce sont des boîtes, et notamment parce que, contrairement à la plupart des entreprises françaises, elles peuvent s'organiser avec des prix de transfert pour qu'une partie de leur activité, elles aillent payer leurs bénéfices en Irlande et ailleurs. Ça, il faut revenir dessus. Mais si, parce que c'est pourquoi les TPE, PME, où la plupart des boîtes en France, elles seraient assujetties à l'impôt et que les autres n'y seraient pas parce qu'ils peuvent jouer avec des avocats fiscalistes qui vont leur permettre d'optimiser. Mais ça, c'est insupportable. Et ça, c'est une taxe qui existe qui rapporterait 26 milliards, juste de façon un peu à rééquilibrer les choses. Vous voyez, et ça, c'est de la logique. Je vous assure que les boîtes qui m'entendent, elles le comprennent. On va en parler dans un instant, Stéphane Tétois. On va en parler dans un instant.
On écoutera aussi Rachel Flore qui voudrait interpeller Éric Coquerel. On a un œil bien sûr sur ce qui se passe à Matignon, à l'Élysée, avec la nomination attendue du nouveau Premier ministre. Nous retrouvons sur place Romain Cluzel. Alors Matignon ou l'Élysée, parce que vous êtes où, Romain, précisément? Je suis à Matignon. Oui, Matignon, parce que maintenant c'est à Matignon que ça se passe. Exactement. Et je dois vous dire qu'il y a une forme de confusion parmi les journalistes qui sont nombreux devant Matignon. Une confusion, pourquoi? Parce que ça fait plus d'une heure que François Bayrou a quitté l'Élysée et son rendez-vous avec Emmanuel Macron. On le rappelle, un long entretien d'1h45. Et depuis, rien, absolument rien. Pas de communiqué de l'Élysée pour officialiser un nom. Pas non plus de retour de François Bayrou. Les proches de François Bayrou qu'on a essayé de contacter n'ont pas de retour de cet entretien. Alors ils s'interrogent, est-ce que c'est bon ou mauvais signe? Il y a très honnêtement une forme de flou qui s'installe ici à Matignon. En tout cas, il y a une seule chose qui est sûre, c'est qu'il y a une cérémonie de passation de pouvoir qui se prépare. Ça, on en a la certitude, parce qu'il y a un tapis rouge qui est déroulé, il y a des micros qui sont installés, les techniciens qui vont filmer la cérémonie sont passés dans la cour de Matignon pour tout installer. Sauf que ces micros, il y en a un dont on connaît la taille pour Michel Barnier, et l'autre, on ne sait pas, donc on ne sait pas à quelle hauteur le régler, parce qu'on ne sait pas qui sera à côté de lui pour la passation de pouvoir, et on ne sait toujours pas à quelle heure elle pourrait avoir lieu. Donc le tapis rouge est déployé, les micros sont installés, Michel Barnier est à Matignon, il attend, et tout le monde attend. Comme nous. Comme nous. Après c'est votre job, hein, Romain, en même temps d'attendre. Mais, tout à fait. Mais c'est vrai que alors quand même, si il reçoit François Bayrou pendant 1h45 pour finalement ne pas le nommer, c'est d'une grande perversité quand même. L'interrogation est la suivante, c'est est-ce que c'était 1h45 pour essayer de lui expliquer pourquoi ce n'était pas lui, ou bien c'était 1h45 pour travailler avec lui la structure du prochain gouvernement et discuter un petit peu stratégie. C'est quand même pitoyable, là, vraiment. Là, l'ORTF, c'est incroyable. Et les institutions de la France, c'est pas un truc en 24 heures, 48 heures. Oui, dans ce cas-là, il faut pas fixer des délais. Tu peux pas dire Macron, c'est un monarque, et de l'autre côté, pardon, il écoute quand même les forces politiques. Oui, mais dans ce cas, qui ne fixe pas de délai. Bah oui, mais parce qu'à chaque fois, le problème, c'est que les forces politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord. Non. Je veux dire, à un moment, c'est quand même l'intérêt des Français. T'as quand même des entreprises, des artisans, des chefs d'entreprise qui ont de sérieuses difficultés. Bon, on remercie Romain Cluzel qui va rester dehors devant Matignon. Et Romain, bien sûr, dès qu'il ça bouge, vous nous dites. On attend bien sûr le communiqué de l'Élysée et vous êtes avec nous en direct. Merci Romain Cluzel d'RMC. Alors Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, est avec nous. On parlera d'ailleurs de ce qui se passe à la Commission des Finances. On vous reproche d'avoir intégré un texte anticonstitutionnel concernant l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu. Ça paraît technique, mais c'est très concret parce que ça concerne l'impôt de millions de Français. Mais avant cela, question de Rachel Flore-Pardo. Oui, alors bon, aujourd'hui on le voit, on attend la nomination du Premier ministre qui fait suite à cette censure que vous avez notamment, entre autres, votée à l'Assemblée nationale. Alors moi je me suis demandé en venant ce matin, en sachant que j'allais être face à vous, si vous étiez content aujourd'hui, Monsieur Coquerel, et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce qu'en fait, on s'est posé la question du qui. Alors là, le nom qui circule, on n'est pas sûr encore, mais ce serait potentiellement peut-être François Bayrou. C'est la question du qui et vous nous répondez, c'est censure immédiate. Mais j'aimerais aussi qu'on regarde peut-être la question du quoi, parce que je crois qu'à force de dire c'est tout ou rien, on n'a finalement aucune victoire et vous n'avez notamment aucune victoire pour les intérêts que vous prétendez défendre. Parce que dans le texte que vous avez censuré, il me semble, et vous me direz si je me trompe, qu'il y avait notamment une taxe renforcée sur les grandes fortunes, sur les grandes entreprises pour qu'elles contribuent plus qu'elles ne font aujourd'hui à l'effort budgétaire qu'on doit avoir aujourd'hui en France. Alors moi, je me pose la question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes content et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est pas finalement, encore une fois, juste Mélenchon à l'Élysée? Bien. Alors, ce que je veux, c'est que la politique qui a été battue par les Français ne puisse pas s'exercer comme ça, simplement par décision. Mais qu'est-ce que vous proposez? Puisque vous avez bien conscience que vous n'avez pas non plus de majorité à l'Assemblée nationale qui vous permette de... Non, mais je pose la question. Éric Coquerel va répondre. Alors, je vous dis, voilà, vous pouvez ne pas être d'accord, mais j'estime que la politique qui a été menée pendant 7 ans n'était pas une bonne politique, qu'elle a accru les déficits, qu'elle n'a, d'un point de vue économique, contrairement à ce qui est dit, elle n'a ni permis la réindustrialisation, ni permis en réalité la création d'autant d'emplois qu'on le dit quand on regarde la manière dont cet emploi est réparti, et en plus de ça, accru les inégalités comme jamais dans ce pays. Donc voilà, je vous dis pourquoi je pense que cette politique n'est pas bonne. Bien. Deuxième point, on nous propose de prolonger cette politique alors qu'elle a été battue, archi-battue dans les urnes. Donc vous comprendrez qu'à partir de là, j'ai le droit de m'opposer à cette politique parce que j'estime qu'elle va nous emmener encore un peu plus dans le mur. Moi, je vous entends, et tous les représentants de la France Insoumise sur les plateaux de télévision dire que vous auriez gagné les élections législatives. Mais vous ne pouvez pas à vous seul faire passer des textes à l'Assemblée nationale. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. J'essaye d'avoir la correction de répondre à vos questions, même si elles ne vous plaisent pas, mais voilà, c'est mes réponses. Troisième élément, vous me dites pourquoi on a voté la censure, parce que voilà, on pensait qu'il fallait arrêter cette politique.
on a une situation où le président de la République, en théorie, son seul rôle dans la Constitution, c'est l'article 8 de la Constitution, il nomme le Premier ministre. Il ne se transforme pas comme ça en espèce de super Premier ministre, en train d'organiser la vie des partis dans ce pays, de décider de je ne sais quelle coalition, c'est pas son rôle. D'accord ? C'est la façon dont il le voit, mais c'est pas son rôle, surtout quand en plus il est minoritaire en réalité. C'est ce qu'il a essayé de faire. Et là, il nous refait la même chose. C'est-à-dire que si M. Bayrou est nommé, il va être nommé avec un gouvernement minoritaire. Il ne faut pas vous étonner qu'après, les gens qui sont en réalité, qui majoritairement sont opposés à cette politique, utilisent leur rôle d'opposant. Ou alors qu'on nous dise... Sauf que vous souhaitez le départ d'Emmanuel Macron, c'est ça l'ambiguïté. Alors, je vais expliquer pourquoi. Et c'est ce qu'Olivier Faure vous reproche aussi. Olivier Faure, votre allié du Parti donc j'explique pourquoi. Oui, parce que les socialistes sont pas nous, sur cette ligne. Ce qu'on a demandé à M. Macron, c'est de respecter le suffrage universel et de nommer la coalition arrivée en tête. C'est ce qu'on a demandé, c'est ce qu'il aurait dû faire. Et puis après, charge à nous de, justement, comme vous l'avez dit, essayer de trouver des majorités. Vous remarquerez, par exemple, j'avais dit, on sera capable de transformer le budget. On était capable de le transformer. D'accord, mais pourquoi cet appel à la démission? Donc je vous explique, à partir du moment où il ne le fait pas, qui est le point de blocage dans ce pays? Qui, à un moment donné, dissout l'Assemblée? Ne respecte pas le choix des électeurs, vous faites de la politique, fait qu'on se retrouve dans une situation de blocage. C'est à l'Élysée que ça se passe. D'accord, mais une fois qu'il démissionne et qu'il y a une présidentielle, vous avez toujours vos 3 blocs à l'Assemblée. Je vous réponds. Je pense que le retour au peuple est toujours la solution. D'accord. Bon. Et comme il ne peut pas y avoir de dissolution avant juillet prochain, je ne vois pas quel autre retour au peuple peut se faire que celui. Mais ça changerait quoi concrètement, puisqu'on aurait toujours les 3 blocs à l'Assemblée? Mais qu'on peut pas dissoudre. Qu'est-ce que vous en savez? Mais parce qu'on peut pas dissoudre. Qu'est-ce que vous en savez s'il démissionne? Mais non. D'abord, il y a des constitutionnalistes qui pensent que si elle est présidentielle, dans 2 ans, mais c'est pas n'importe qui, et qu'il y a discussion là-dessus. Je sais, c'est Benjamin Morel, mais bon, il est seul. Je vous renvoie au fait que s'il y a un nouveau président de la République, il y a entre 20 et 35 jours de discussion. Je pense qu'il ne le fera pas tout de suite, la démission, et que globalement, ça nous ramènera vers le printemps. On ne sera pas très éloigné d'une nouvelle législative possible. Mais qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait qu'on dénouerait l'impasse dans laquelle on est dans ce pays à cause de lui. Et ça veut dire parce qu'il veut maintenir une politique qui est minoritaire. Ça veut dire que le prochain président ou la prochaine présidente sera toujours à la merci d'une démission surprise. C'est parti plutôt, Monsieur le Président. C'est aussi parce que Monsieur Mélenchon est atteint par la limite d'âge et il perd le pouvoir dans votre parti. C'est pour ça que vous voulez précipiter la démission de Macron pour qu'il puisse se présenter. Quel âge a Monsieur Bayrou? Monsieur Bayrou a 73 ans. Pour être président de la République. 73 ans. Voilà, donc la limite d'âge pour être président de la République. Très discutable. Mais ces génères sont à la mode. Plus jeunes. Non, c'est pas ça la question. Non, mais attendez, je réponds. C'est une chose importante. Jean-Luc Mélenchon a perdu l'élection présidentielle et Emmanuel Macron est élu jusqu'en 2027. La question n'est pas de se dire, on regarde d'abord nos intérêts, les intérêts de Jean-Luc Mélenchon pour avancer la présidentielle. La question, c'est que je ne connais pas d'autres moyens à partir du moment où M. Macron ne veut pas nommer un gouvernement qui répond au suffrage universel. Je ne connais pas d'autres moyens que de le remettre en question, parce que c'est la solution pour que le peuple décide. Une question importante, parce que c'est en ce moment même à l'Assemblée nationale. Il y a une loi spéciale qui doit être adoptée à partir de la semaine prochaine pour permettre tout simplement le budget de continuer. Ça serait le budget 2024, de prélever les impôts, de payer les fonctionnaires. Et dans cette loi spéciale qui a été adoptée en commission des finances, vous avez intégré l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu, parce que s'il n'y a pas ça, il y a des Français qui vont payer des impôts alors qu'ils n'en payaient pas. Très bien, mais le problème c'est que c'est anticonstitutionnel. En tout cas, le Conseil d'État est contre. C'est assez étonnant de voir des députés de la République finalement aller à l'encontre des règles en l'assumant. D'accord. Expliquez-nous. Je vais essayer de vous expliquer. Là, ça va devenir compliqué. Mais ah bon. Le Conseil d'État, déjà, c'est un avis, c'est pas un jugement. D'accord, pour commencer. Donc c'est un avis du Conseil d'État. Bon. Il se trouve que ce texte, c'est la 2e fois qu'on l'utilise. La première fois qu'on l'utilise, l'amendement que j'ai proposé, il avait été dans le texte et il n'avait pas été déclaré irrecevable. Il n'avait pas été adopté, il n'y avait pas de majorité, mais il n'avait pas été déclaré irrecevable. Donc on est dans un texte très nouveau sur lequel, en gros, pour aller vite, l'usage qui est aussi important dans le jugement constitutionnel n'est pas stabilisé. Là-dessus, moi j'ai estimé, parce que le problème était posé par beaucoup de gens, qu'à partir du moment où il y avait cette loi spéciale et qu'on risquait, en attendant le budget, qu'une partie de nos concitoyens payent l'impôt alors qu'ils ne payaient pas parce que l'impôt 2024 de facto n'est pas indexé sur l'inflation, j'ai estimé qu'on pouvait interpréter cette loi dans l'impôt existant en fonction du périmètre des gens touchés. C'est-à-dire que c'est le même impôt parce qu'il touche les mêmes gens. Voilà. Là-dessus, je me suis appuyé pour essayer de faire cet amendement. Je trouve
Il y a un autre article dans cette loi, c'est l'article numéro 3. Excusez-moi, c'est compliqué, mais qui est un article qui fixe l'empreinte de la sécurité sociale, qui théoriquement n'a rien à faire dans un projet de loi de finances. Mais vous l'avez mis. Non, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est le gouvernement. Ouais. C'est pas sûr. Donc même le gouvernement ne respecte pas les règles. D'un point de vue constitutionnel, ils sont pas totalement sûrs de leur fait. Ouais. Donc, d'un côté, on le fait, de l'autre côté, on le fait pas. Donc, moi, je l'ai proposé, et là où il y a l'hypocrisie des gens qui, hier, m'ont contesté, notamment des macronistes, c'est que, figurez-vous, en conférence des présidents, il y a quelques jours, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait essayer de le faire pour sécuriser. Et là, tout d'un coup, parce qu'en réalité, il y a tout un jeu pour essayer de nous dire « Ah, mais en fait, comme il y a eu la censure, vous n'êtes pas sûr de vous, vous les sécurisez, et on ne va pas vous laisser faire. » Ils sont venus à la charge hier. Je trouve ça incorrect. Donc ça sera et j'assume que c'est recevable. Et si c'est pas recevable, je vais vous dire un truc, le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, il peut être saisi par n'importe quel citoyen. Oui ou non, cet article n'est pas bon, et si cet article n'est pas bon, il l'enlèvera, donc il n'y a pas mort d'homme. D'accord. Donc façon discussion à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Merci Éric Coquerel d'être venu à la table des grandes gueules. On va continuer de parler politique au 32-16 parce que François Bayrou, c'est peut-être le prochain Premier ministre, même si pour l'instant, il n'y a pas toujours pas de nomination officielle. Ça dure, les micros sont installés, le tapis rouge est déployé à Matignon, mais le président n'a pas encore pris totalement sa décision. Alors pourquoi hésite-t-il jusqu'au dernier moment? Eh bien, on va en débattre dans les grandes gueules. À tout de suite sur RMC Story.